À Sherbrooke, ils ont visité une usine de fabrication de bâtons de hockey. Après avoir humilié une formation de Longueuil par un pointage de 21-1, les jeunes Russes s'étaient rendus dans cette usine de Sherbrooke. Dans cette ville, malgré leurs 29 buts en 2 matchs, ils étaient attendus avec impatience. On prévoyait que les Castors de Sherbrooke allaient fournir aux Soviétiques leur plus forte opposition au Québec. On les invita non au Palais des Sports, mais bien à une usine de fabrication de hockey. Les Soviétiques, quelques heures plus tôt, avaient connu l'une des facettes de la démocratie canadienne, le droit de grève qui obligea les organisateurs à annuler le match prévu. Oubliant vite leur désenchantement de ne pouvoir affronter les Castors, ils ont été reçus en visiteurs de marque à l'usine de Sherbrooke. Ils ont pu y voir les différentes phases de la fabrication de bâtons de hockey. De nombreux cadeaux leur ont été remis et ils ont laissé libre cours à leur joie. Le prochain arrêt après Sherbrooke a été Trois-Rivières, ce qui a valu aux jeunes soviétiques de visiter un coin de la Mauricie. Le matin même du match, ils avaient couru 2000 avant le déjeuner, histoire de se maintenir en excellente forme physique. À Trois-Rivières, comme à Longueuil et à Verdun, ce fut une rencontre à sens unique, une attaque trop forte, un conditionnement physique supérieur à leurs adversaires et à nouveau du jeu robuste. À un certain moment du match, soit au milieu de la deuxième période, les Soviétiques menaient 7-0. L'entraîneur Golmazov, après la victoire à Verdun, avait rappelé que ses joueurs pratiquaient au moins 3 fois par semaine pendant 90 minutes. Les méthodes d'entraînement, quoique adaptées aux midgets, ressemblent étrangement à celles de l'équipe nationale. Les exercices physiques prennent une place très importante. Pour la première fois depuis leur arrivée au Québec, les jeunes soviétiques ont vu l'arbitre leur imposer un lancer de pénalité lorsqu'un défenseur a fait trébucher Gaston Leblanc qui avait la voie libre. Mais le lancer a été raté, la rondelle touchant le poteau des buts. C'est vers la fin de cette deuxième période que Régent Houle, malgré un déficit de 7 buts, a soulevé la foule en obtenant le seul but des Draveurs. Même si l'entraîneur Golmazov a déclaré que le point fort de l'équipe était l'attaque, il ne faut pas oublier la défensive. Les défenseurs ralentissent l'adversaire en leur servant de solides mises en échec. Qu'il suffise de dire que dans ce match, les Soviétiques ont écopé de 7 pénalités, mais pourtant, leur gardien Kirsanov a eu la tâche facile, ses joueurs contrôlant la rondelle de façon même surprenante lors de ces désavantages numériques. Le jeu de passe précis des Soviétiques a épaté les amateurs de hockey, partout où ils se sont arrêtés. Le jeu individuel est banni, la discipline de ces jeunes est exemplaire et tous leurs gestes visent le succès de l'équipe. Quel jeu que celui-ci qui a valu à Gordeev de réussir le 8e but des siens. Après le match, malgré une victoire de 11-1, Anatoly Firsov, l'adjoint à l'entraîneur, a plus qu'étonné les journalistes en faisant connaître ses réactions. Selon l'ancien joueur étoile de l'équipe nationale soviétique, ces jeunes protégés n'avaient pas fourni l'effort qu'on attendait d'eux. Ils venaient de connaître, selon Firsov, leur pire match de la série. Passes imprécises, lancers faibles. Ils avaient pourtant gagné 11-1. De quoi satisfaire, avouons-le bien, le plus exigeant des partisans d'une formation. Troisième victoire soviétique au Québec en 3 matchs. Leurs attaquants ont marqué 40 buts et leur défensive n'en a loué que 4.
En sortant du Colisée de Trois-Rivières, on peut se demander ce que pensaient ces milliers de spectateurs devant la supériorité évidente de la formation soviétique.